Vitrines, éclairage de rue, enseignes lumineuses, parcs de stationnement, terrains de sport. Toutes ces sources d'éclairage artificiel la nuit vont générer une pollution lumineuse. On sait qu'elle a un impact sur la visibilité des étoiles, par exemple pour l'astronomie, mais elle a également des impacts sur le vivant, sur la santé humaine et évidemment sur la biodiversité, et c'est de ça dont nous allons parler. Il y a une publication qui a montré en 2010 que en fait, la majorité des animaux sont nocturnes. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. Si on prend les vertébrés, c'est-à-dire les oiseaux, les mammifères, les amphibiens, les reptiles, les poissons, il y a à peu près 30% de ces espèces qui vivent la nuit. Et pour les invertébrés, c'est-à-dire incluant notamment les insectes, c'est 65% des espèces qui sont nocturnes. Donc nous, au contraire, la biodiversité la nuit représente la majorité des animaux. Et on va voir aussi que pour la flore, la nuit a une importance fondamentale. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est comment les espèces qui vivent la nuit arrivent à vivre la nuit, c'est-à-dire dans l'obscurité, puisque ce qui caractérise la nuit en premier lieu, c'est l'absence naturelle de lumière. Il y a plusieurs adaptations qui ont été mises en place par l'évolution, notamment par exemple le fait de produire soi-même sa propre lumière. C'est ce qu'on retrouve chez les lucioles ou chez les vers luisants ou chez le plancton aussi, pour parler d'espèces aquatiques. Donc il y a un métabolisme particulier qui produit de la lumière. En l'absence d'éclairage la nuit, eh bien l'animal produit lui-même de la lumière pour voir ou pour communiquer. Une autre adaptation, c'est par exemple de capter le maximum de lumière possible, puisque la nuit, même dans une nuit naturelle, il y a un petit peu de lumière due à la présence du ciel étoilé ou de la lune. Et donc certains animaux vont avoir par exemple des gros yeux ou de nombreuses cellules photoréceptrices pour augmenter un maximum la réception des ondes lumineuses. Par exemple chez les chouettes, on a effectivement des gros yeux qui sont placés en plus au fond de paraboles pour augmenter la réception des ondes lumineuses. L'homme est un animal diurne, c'est-à-dire que nous, on n'a pas d'adaptation particulière pour vivre la nuit, on n'a pas de capacité à voir dans le noir, et par contre, on est imaginatif, créatif, et on a réussi à produire de l'électricité et ensuite de maîtriser cette électricité et produire de la lumière artificielle. Donc nos sociétés ont fait le choix de prolonger notre activité de jour sur la période de nuit en émettant artificiellement de la lumière. Toute cette lumière artificielle, elle va générer une pollution lumineuse, surtout quand elle est excessive, qui va avoir ensuite un impact sur notamment la biodiversité. Alors il y a pas mal de publications qui ont essayé d'évaluer le niveau de pollution lumineuse à l'échelle mondiale. Ce qu'on constate, c'est qu'une pollution lumineuse qui touche quasiment toute la planète. Il y a quelques exceptions avec les territoires où il y a très peu d'humains, puisqu'en fait la lumière artificielle, c'est un effet qui est connexe à l'urbanisation. Donc plus il y a d'humains, plus il y a de production de lumière artificielle. Et donc maintenant, toute l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est, etc. sont extrêmement concernés par cette pollution. Il reste éventuellement plus que les déserts ou l'Alaska, voilà, les surfaces qui sont fortement déshumanisées, qui ne sont pas touchés par la pollution lumineuse. Si on met de côté l'Afrique, où il y a beaucoup d'humains, mais il y a aussi un retard d'électrification. Et c'est en plus une pollution lumineuse qui est croissante. Donc là aussi, les évaluations montrent qu'elle augmente d'à peu près 2% par an à l'échelle mondiale, à la fois en surface, c'est-à-dire en surfaces qui sont éclairées artificiellement, et aussi en quantité de lumière. Donc on est vraiment sur une pollution qui est massive, qui touche toute la planète et qui en plus est croissante. Nous en Europe, on est encore plus particulièrement concernés parce qu'il y a aussi des évaluations qui montrent que dans certaines régions, la pollution lumineuse quand même a tendance à diminuer, notamment de par la mise en place de certaines mesures. Nous, en Europe, on est au contraire toujours sur une augmentation de cette pollution depuis déjà maintenant plusieurs années. Alors en plus, les évaluations là dont je parle, elles sont basées sur les données satellites, c'est-à-dire par exemple les satellites de la NASA, donc qui font des photos de nuit, et donc ça ne traduit en fait qu'une partie seulement de la pollution lumineuse, c'est la lumière qui est captée par le satellite et donc captée par le haut. Et donc maintenant, comme on met en place des mesures de réorientation des luminaires vers le sol, ce qui est effectivement une bonne chose, on peut avoir un effet de diminution de la pollution lumineuse quand on se base sur des données satellites, alors qu'en fait au sol, la pollution lumineuse n'a pas diminué et peut avoir même effectivement augmenté si on n'a pas dans le même temps diminué les quantités. Donc les données dont on dispose, elles sont déjà partielles et tout en étant partielles, elles montrent qu'en plus la pollution lumineuse continue d'augmenter en Europe et dans le monde. Toute cette pollution lumineuse, elle a un effet sur la biodiversité, sur la faune et la flore.
Déjà, ce qu'on peut dire en introduction, c'est que c'est pas depuis peu que l'on sait qu'il y a des impacts. Il y a des publications qui montrent des effets sur la faune depuis plus d'un siècle. Dès les années 1900, il y a des travaux qui montrent que, par exemple, les oiseaux sont retrouvés morts au pied des tours éclairées parce que quand ils font une migration, ils rentrent en collision avec les tours. Et donc on a des preuves de ce phénomène depuis les années 1915-1920. Chez la flore aussi, l'un des impacts qu'on peut retrouver, c'est le retard dans la tombée des feuilles, par exemple, pour les arbres qui sont éclairés, notamment en ville. Là, il y a une publication qui date des années 1930 aussi là-dessus. Donc déjà, un premier point, c'est que la connaissance, elle est ancienne sur ce sujet. Alors au départ, c'était uniquement des travaux naturalistes, on va dire, des constats qui faisaient l'observation d'effets de la lumière artificielle sur la faune et la flore. Et ensuite, il a fallu attendre effectivement, par contre, les années peut-être 80 avant que vraiment la recherche en écologie s'empare de ce sujet pour faire véritablement des expériences avec du coup des publications démonstratives. Mais maintenant, aujourd'hui, on a un corpus de littérature scientifique qui est extrêmement abondant et qui montre des effets sur tous les groupes biologiques, dans tous les milieux et à tous les niveaux en fait, de la biodiversité, à la fois au niveau des individus, au niveau des populations, des écosystèmes, des relations entre les espèces, à l'échelle du paysage, etc. Alors ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'il y a un mécanisme de base qui s'appelle le phototactisme, qui est extrêmement important et qui va dicter ensuite quasiment toutes les conséquences qu'on retrouve sur les animaux. Donc le phototactisme, c'est le fait que certains animaux soient spontanément attirés ou au contraire repoussés par la lumière. Donc on parle de phototactisme positif ou négatif. Et effectivement, on peut classer globalement les espèces nocturnes dans ces deux types de comportements. Donc on va avoir des animaux qui vont être naturellement attirés par la lumière, notamment les insectes par exemple, parce que c'est des espèces qui se dirigent avec le ciel étoilé, avec la lune, donc avec les structures qui sont naturellement éclairées la nuit. Et donc ils vont reproduire ce comportement sur les éclairages artificiels. Et là pour le coup, ils vont rester bloqués effectivement dans les lampadaires. Et donc l'issue, c'est la mort. Ils vont mourir d'épuisement, de surchauffe, de collision contre les pare-brises, etc. Donc on a toute une série d'espèces qui étaient attirées par la lumière. On retrouve également de l'autre côté toute une série d'espèces qui sont repoussées par la lumière. Là, on ne comprend pas forcément encore très bien le mécanisme qui est derrière, mais on imagine que c'est un moyen d'éviter la prédation, puisque quand on est dans la lumière, on est vu de ses propres prédateurs. Et donc on va retrouver un mécanisme d'évitement de la lumière chez de nombreux mammifères, par exemple les rongeurs, les chauves-souris, pour citer ceux-là. Ce mécanisme, il est présent déjà dans la nuit naturelle, c'est-à-dire que ces espèces, elles vont arrêter leur activité en période de pleine lune, parce que pour elles, c'est déjà trop lumineux, donc c'est trop risqué de sortir du gîte ou de la cavité. Et elles vont ensuite reproduire aussi ce comportement sur les éclairages artificiels. Donc elles vont éviter finalement les zones qui sont éclairées. Pour ces espèces, du coup, la pollution lumineuse est vraiment un facteur de dégradation, de réduction, voire de fragmentation des habitats. C'est-à-dire qu'elles vont avoir de moins en moins d'espaces qui sont dans l'obscurité pour se déplacer et faire leur activité. Donc ça, c'est le comportement de base, le phototactisme. Et ensuite, on va avoir des conséquences, par exemple, sur les relations entre les espèces. Puisque certaines espèces étant attirées par les lampadaires, elles vont être concentrées et constituer des garde-manger pour d'autres animaux qui sont les prédateurs justement de ces espèces et sont capables de tolérer un peu de lumière et donc vont venir manger plus facilement dans ces endroits. Et du coup, comme ça, on déséquilibre complètement l'écosystème avec une relation entre les proies et les prédateurs qui est disproportionnée. On a également des relations comme la pollinisation qui sont impactées aussi parce que là encore, les insectes sont attirés par les lampadaires, par la lumière artificielle et donc ils ne sont plus à même de polliniser les plantes alors que effectivement la majorité des plantes sont pollinisées par des insectes et comme la majorité des insectes vivent la nuit, en fait la pollinisation, on ne le sait pas forcément, mais se passe essentiellement la nuit. Donc la lumière artificielle, ça a été bien démontré, est un frein à la pollinisation des plantes. Donc là, c'est vraiment un impact sur les espèces végétales, puisque s'il n'y a pas de pollinisation, il n'y a pas non plus de formation de graines, il n'y a pas de formation de fruits, tout ça c'est un enchaînement dans le cycle végétal. Et donc les espèces végétales sont impactées indirectement par la pollution lumineuse du fait que le vecteur de pollinisation, qui est l'insecte en grande majorité, est lui-même piégé par la lumière artificielle. Maintenant, on a aussi une connaissance à l'échelle du paysage et on sait que la lumière artificielle, c'est un facteur de fragmentation des habitats la nuit, toujours dû à ce phénomène de phototactisme, les espèces qui sont attirées par la lumière ou repoussées par la lumière. Comme les points lumineux, quelque part, s'additionnent et forment une infrastructure lumineuse, ils vont fragmenter l'obscurité et empêcher des animaux de traverser, par exemple, une route qui est éclairée uniquement parce qu'elle est éclairée, du fait que certains animaux vont être bloqués par la lumière, ils vont l'éviter, ou au contraire, ils vont être attirés
attirés par elle et du coup ils vont être bloqués là aussi sur la route et ne pourront jamais la traverser. Donc ça c'est une connaissance qui est plus récente, mais on sait maintenant voilà, que cette lumière artificielle, alors que c'est quelque chose pourtant d'immatériel, d'intangible, eh bien, est capable de constituer un mur totalement opaque pour les animaux la nuit. En réaction à ce phénomène de disparition et de fragmentation des habitats dû à la lumière artificielle, se met en place un nouveau concept qu'on appelle la trame noire. Alors pour comprendre ce que c'est, il faut revenir déjà à la notion de réseau écologique en sciences, en écologie. En fait, pour lutter contre la fragmentation des habitats au sens large, les scientifiques préconisent d'identifier, de préserver et de restaurer ce qu'on appelle des réseaux écologiques. Alors c'est-à-dire que c'est des ensembles de milieux naturels qui sont déjà de bonne qualité écologique eux-mêmes et qui en plus sont reliés entre eux par des éléments qu'on va appeler des corridors. Et tout ça forme un réseau qui permet donc du coup de garantir les déplacements des animaux et le fonctionnement naturel de la biodiversité. Donc par rapport à ce concept de réseau écologique, on a une politique publique en France qui s'appelle la trame verte et bleue, qui a été initiée par le ministère de l'écologie en 2007 pour répondre spécifiquement à cette problématique de disparition, de fragmentation des habitats et puis plus globalement de prendre en compte la biodiversité dans l'aménagement du territoire. Alors le fait est que quand cette politique publique a été créée, on avait moins de connaissances sur la pollution lumineuse et notamment sur son effet fragmentant. Donc le cadrage national de cette politique a très peu investigué la notion de pollution lumineuse. Là, depuis, la connaissance scientifique a augmenté, la société aussi a mûri, les acteurs ont vraiment pris conscience de la nécessité d'agir sur la pollution lumineuse et donc on voit émerger ce concept de trame noire qui est une réelle déclinaison en fait, de la trame verte et bleue pour prendre en compte la pollution lumineuse et donc arriver en fait, à constituer un réseau écologique de réservoirs de biodiversité et de corridors qui soient propices à la vie nocturne, c'est-à-dire qui prennent en compte un certain niveau d'obscurité qui est nécessaire à la faune et à la flore. En France, on en est vraiment au début par rapport à cette notion de trame noire. Il y a quelques projets seulement qui ont été initiés. C'est vraiment quelque chose qui part des territoires, puisqu'en fait les porteurs de projets sont par exemple des bureaux d'études qui développent des compétences en recherche et développement sur cet aspect de trame noire, ou des espaces naturels aussi dont les gestionnaires veulent mettre en place des trames noires. Par exemple, on peut citer un projet qui a été mené dans le parc national des Pyrénées, donc par le parc national lui-même, avec comme maître d'œuvre un bureau d'études qui s'appelle Dark Sky Lab, d'identifier donc une trame sombre, c'est-à-dire un réseau écologiques, comme je l'expliquais, qui prennent en compte l'obscurité sur le territoire du parc national. Donc là, on est dans un contexte qui est relativement préservé, un parc national, mais on a quand même effectivement des effets très négatifs des métropoles qu'il peut y avoir autour, par exemple Pau, etc., qui effectivement vont engendrer des impacts, y compris dans des territoires très préservés comme le parc national des Pyrénées. Ensuite, on a un autre projet qui est lui dans un contexte beaucoup plus urbain, qui a été mené par le bureau d'études Biotope sur la métropole européenne de Lille. Donc voilà, on a deux projets qui maintenant sont aboutis et qui font en quelque sorte un retour d'expérience pour de nouveaux acteurs qui vont maintenant se lancer, puisque de nombreux parcs naturels régionaux, par exemple, souhaitent initier un programme de trame noire, ou de nombreuses collectivités aussi commencent à mettre ce sujet dans leur cahier des charges. On avait également un parc naturel régional qui était assez pionnier sur le sujet, donc le parc naturel régional des Causes du Quercy, qui dès 2012 avait commencé à initier une réflexion sur comment croiser la trame verte et bleue et la pollution lumineuse pour identifier des zones en jeu. Voilà, globalement en France, on est sur ce nombre-là de projets, de 3-4 projets de trame noire, donc vraiment au début de la dynamique, dans des réflexions qui sont encore pour l'instant exploratoires pour mieux prendre en compte la pollution lumineuse dans la trame verte et bleue et aller vraiment vers une trame noire. La trame noire, en fait, l'idée c'est de préserver l'existant. C'est-à-dire qu'on va faire par exemple de la modélisation pour identifier les zones qui sont encore propices à la vie nocturne et notamment qui ont un niveau d'obscurité suffisant. Donc l'idée c'est de figer quelque part les zones qui sont pour l'instant encore suffisamment noires, parce qu'on sait que, comme on l'a vu tout à l'heure, cette pollution lumineuse, elle augmente à l'échelle mondiale et y compris en France. Donc il y a un vrai enjeu à préserver les zones de noir pour éviter qu'elles soient dégradées dans les années qui viennent.
Ensuite, il y a un véritable enjeu aussi de restaurer du noir, en fait, hein, d'augmenter petit à petit cette trame noire. Et donc pour ça, on peut faire appel à toutes les mesures génériques qu'on connaît de gestion de l'éclairage artificiel la nuit, donc à la fois dans le temps, dans l'espace ou dans les choix des lampes, dans des sources lumineuses. Si on prend par exemple l'axe temporel, effectivement, on peut ajuster au plus près des besoins l'éclairage nocturne en choisissant donc les horaires d'allumage et d'extinction et éventuellement aussi en occasionnant une coupure de l'éclairage en cœur de nuit quand les besoins sont quasi nuls. Donc il y a plusieurs milliers de communes en France qui pratiquent cette extinction, qui n'est pas forcément sur toute la commune, pas forcément tous les jours de l'année, mais globalement dans les petites et moyennes communes, c'est une pratique qui se fait beaucoup. Entre minuit et 4 heures du matin par exemple, eh bien l'éclairage public est coupé parce que les besoins sont quasiment inexistants. Donc ça, c'est le volet déjà temporel, de réduire au maximum la durée d'éclairage. Ensuite, il y a toutes les caractéristiques des lampes, l'orientation, la puissance, le spectre aussi lumineux, c'est-à-dire quelle couleur on a dans la lumière qui est émise. Tous ces choix vont influencer le niveau de pollution lumineuse. Évidemment, l'une des mesures de base, déjà, c'est de ramener la lumière vers le sol, puisque généralement, ce qu'on cherche à éclairer, c'est une chaussée ou un trottoir. Donc d'éviter toute la lumière qui part vers le ciel. Et puis également, de choisir des lampes qui sont les plus chaudes possibles, parce qu'on sait que les lumières froides, notamment donc, quand elles sont riches en bleu, ont un effet beaucoup plus fort sur le vivant, parce que le bleu, c'est la lumière qui va, par exemple, attirer beaucoup les insectes. C'est également la lumière qui est responsable de la désynchronisation des horloges biologiques, puisque les êtres vivants, faune et flore, sont régulés par l'alternance jour-nuit. Et donc c'est en particulier la lumière bleue qui va jouer ce rôle de synchronisateur. Alors il faut savoir qu'en France maintenant il y a un arrêté qui existe, qui a été pris donc en décembre 2018 par le ministère de l'écologie et qui impose maintenant des seuils et des prescriptions techniques pour ces différents paramètres d'éclairage, à la fois l'orientation des lampes, la quantité de lumière qu'on émet dans l'environnement, la température de couleur, c'est-à-dire une mesure qui traduit justement le spectre lumineux, hein, globalement pour faire simple. Ou également les horaires d'extinction des différentes catégories d'usage d'éclairage. Tout ça maintenant est réglementé et la France est vraiment pionnière sur ce sujet, y compris à l'échelle mondiale, d'avoir un arrêté comme ça qui régularise l'éclairage artificiel la nuit. Il peut y avoir des freins en fait, à la mise en œuvre d'une trame noire. On peut lister par exemple des freins sur le plan technique et pratique parce qu'on est sur un sujet qui est vraiment nouveau, c'est-à-dire que tout est quelque part à inventer hein, sur le plan de la modélisation, de la capitalisation aussi des données relatives aux points lumineux. On a encore beaucoup de retard comme sur ce sujet-là en France. Mais bon, c'est pas forcément des blocages, c'est simplement le fait que voilà, on est sur un sujet nouveau à défricher, donc il faut aussi du temps que les bureaux d'études, les acteurs, etc. Arrivent à mettre en place des méthodes. Ensuite, il peut y avoir d'autres freins d'ordre plus psychologique par rapport à toute la dimension un peu culturelle qu'il y a autour de la nuit, d'une part, qui est vue comme quelque chose de plutôt négatif, hein, l'obscurité, la peur du noir, etc. d'un côté, et puis d'autre part la lumière, qui elle est vue comme un facteur de progrès, quelque chose qui est positif en soi. Et donc on a aussi toute cette dimension-là qui joue et qui peut éventuellement dans certains cas être un frein à la mise en place de mesures par exemple d'extinction ou même de réduction de l'éclairage parce qu'il y a une appréhension en fait sur le risque que cela peut engendrer en termes d'insécurité des personnes ou des biens ou même d'insécurité routière. Donc là-dessus il y a quand même globalement un flou parce que c'est très difficile d'avoir des chiffres officiels mais la plupart des témoignages montrent qu'au contraire quand on éteint l'éclairage, il y a moins de risques, que ce soit sur la route parce que les gens sont plus attentifs à leur conduite ou également par rapport aux agressions, etc. parce que les agresseurs eux-mêmes ont besoin de lumière, donc il y a moins de risques quand une rue est éteinte, par exemple, d'avoir un cambriolage la nuit. La majorité des cambriolages se feront alors le jour. Donc c'est une dimension qui est plus de l'ordre de la perception et de l'appréhension, même si il y a forcément des faits réels aussi sur ce sujet. C'est une dimension psychologique qu'il faut pas nier et qu'il faut écouter et travailler pour essayer de dépasser en fait ces blocages.